Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de rentrer dans le top du jour, je vous propose une mise en contexte qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent ces top figurines. Cette vidéo d'introduction que vous regardez sera exactement la même pour chacune des vidéos top. Si vous connaissez, vous pouvez passer et aller directement au top du jour. Pour ça, j'ai mis les timers dans la description de la vidéo. Pour commencer, il me paraît important de vous rappeler que des éliminatoires ont eu lieu fin décembre dernier. Je vous ai présenté pas moins de 344 figurines issues de ma collection. Elles étaient réparties dans 12 gammes différentes et je vous ai invité pour chacune des gammes à élire 3 figurines en n'oubliant pas de les classer de 1 à 3. La répartition des points fonctionne un petit peu comme à la Star Academy ou à l'Eurovision. Il y a donc le vote du public, c'est vous, et celui du jury, c'est moi. Vos votes cumulés équivaudront à 50% des points attribués à la figurine, je me charge des 50 autres pourcents. Il y aura 3 formats de top, des top 3, des top 5 et des top 10. Comment est-ce que je décide si je fais un top 3, un top 5 ou un top 10, me direz-vous? C'est simple. Les top 3 concernent les gammes où je possède moins de 20 figurines. Les top 5, ça concerne les gammes où j'en possède entre 20 et 49. Et enfin les top 10, ce sont les gammes où je possède plus de 50 figurines. Afin de vous expliquer comment se déroule l'attribution des points, je vais prendre un exemple, disons la gamme Tortue Ninja Cartoon. Disons qu'un des participants a donné 3 points à Leonardo, qui les classe donc numéro 1, 2 points à Raphaël qui les classe numéro 2 et 1 point à Donatello qui les classe numéro 3. Ensuite, je récolte tous vos votes, j'accumule les points et on arrive par exemple à un classement du type 1 Shredder avec 15 points, 2 Leonardo avec 13 points et disons 3 Donatello avec 11 points. Admettons que nous sommes dans le cadre d'un top 3 pour faire simple avec l'exemple, ça fait que Shredder aura 10 points, Leonardo qui est deuxième 6 points et Donatello 4 points. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'interviens pour 50% des points, et disons que j'en attribue 10 à Splinter, 6 à Leonardo et 4 à Michelangelo. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement le cumul de vos votes et des miens, et dans ce cas-ci nous arriverions à Leonardo qui gagne avec 12 points, suivi de Shredder et Splinter avec chacun 10 points. Voilà pour l'exemple. C'est un exemple qui vaut pour un top 3. Si c'est un top 5, alors je vais reprendre forcément les 5 figurines qui ont obtenu le plus de points aussi bien chez vous que chez moi, et l'attribution est la suivante. 10 points pour le vainqueur, 8 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 4 points pour le quatrième, et enfin 2 points pour le cinquième. Et comme vous le savez à présent, il y aura aussi des top 10, où là c'est très simple, je reprends donc forcément les 10 figurines ayant obtenu le plus de points dans vos votes, je ferai pareil de mon côté, et là on donne 10 points au vainqueur, 9 points au deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point au dixième. Il y aura bien sûr de temps à autre des égalités, mais je vous expliquerai au sein de chaque vidéo, quand ça se produira, comment je m'y suis pris pour départager les figurines. J'en profite bien sûr au passage pour préciser que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Il y a donc en définitive 12 vidéos top qui vous sont présentées, une pour chaque gamme. Au sein des vidéos, je vous proposerai une présentation sommaire de chacune des figurines présentes dans le top. Ça fonctionnera un peu comme des sortes de mini-reviews où j'irai directement à l'essentiel, je me concentrerai sur les points forts des figurines. Bien sûr, il n'y aura pas qu'un caractère technique et émotionnel dans les présentations. Quand l'occasion se présentera, je vous ferai part de ce qui a motivé certains de mes choix, et je vous inviterai à faire vous de même dans les commentaires, pour peu bien sûr que vous vous reconnaissiez dans les choix des tops. Si ce ne sont pas des figurines pour lesquelles vous avez voté, je comprendrai que vous passiez votre tour. Un petit mot à présent sur le top 20, la grande finale. Ben oui, ces vidéos top ne sont pas des fins en soi. Tel que je l'avais exprimé dans la vidéo d'annonce de décembre dernier, l'objectif est d'élire parmi les 344 figurines de ma collection, la figurine ultime. Pour ce faire, les figurines les mieux classées de chacun des tops seront sélectionnées. Quand il s'agit d'un top 3, seule la gagnante sera sélectionnée. Quand il s'agit d'un top 5, les 2 meilleures figurines seront envoyées en finale. Et quand il s'agit d'un top 10, ce sont les 3 meilleures figurines qui seront sélectionnées pour la grande finale. Afin d'établir le top 20, je ferai bien sûr de nouveau appel à vous. Je vous demanderai d'élire les 5 figurines que vous préférez, de les classer de 1 à 5, et le total de vos votes équivaudra pour 50% des points attribués aux figurines. Et forcément, je m'occuperai des 50 autres pourcents. Le rappel des gammes en lice avec pour chacune le nombre de qualifiés pour la finale. Il y aura tout d'abord la gamme des Tortues Ninja du film de 1990. Ce sera un top 3 et il y aura donc un qualifié. Ensuite, ce sera au tour des Dragon Ball et Sage Figuarts, un top 10, 3 qualifiés. Ensuite, la gamme Jurassic Park de Kenner, un top 3, un qualifié. G.I. Joe Reaction, top 3, un qualifié. Les Sensei Amid Close, top 5, 2 qualifiés. Les Tortues Ninja Playmates des années 80, top 3, 1 qualifié. Ensuite vient la catégorie des gammes diverses avec un top 5 et donc 2 qualifiés. Je vous expliquerai au sein de sa propre vidéo pourquoi cette catégorie existe.
Vient ensuite la gamme des maîtres de l'univers Revelation, top 3, 1 qualifié. Les G.I. Joe Hasbro des années 80, top 10, 3 qualifiés. La gamme NECA Movies, top 3, 1 qualifié. La gamme Captain Tsubasa de Great Toys, top 3, 1 qualifié. Et enfin, les Tortues Ninja du cartoon de 87, top 10, 3 qualifiés. Afin de conclure cette longue introduction, je vous propose le calendrier de publication de chacune des vidéos. Ça commence le mercredi 31 janvier avec les Tortues Ninja du film de 90. Le rythme sera assez soutenu. Ce sera une vidéo par semaine, mais pas pendant 12 semaines, mais pendant 14. Il y aura 2 breaks après chaque lot de 4 vidéos. Je vous précise déjà que le 8 mai, je publierai la vidéo d'annonce pour participer au top 20. S'en suivra un break de 3 semaines, le temps que vous me donniez d'une part vos votes et puis d'autre part le temps que je fasse les comptes et puis que je produise les vidéos forcément. Le top 20 sera quant à lui présenté en 4 vidéos. Ça démarrera le 29 mai pour se terminer le 19 juin. Et le 26 juin, ce sera la vidéo de conclusion. J'ai terminé, on peut à présent passer au top. Et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les me trouver dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Dernière, vraiment toute dernière info, dans la description de la vidéo, vous trouverez le timer pour chacune des positions du top. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est parti pour le top du jour. Saint Seiya. Waouh, là j'ai du boulot pour cette historique. C'est de loin, de très loin, la franchise la mieux représentée sur la chaîne du Pauvre Fou. Vous êtes prévenus les amis, ça va être long. C'est fin de l'année 2018 que j'ai commencé à parler de Saint Seiya avec étrangement, quelque chose d'assez singulier, la série Sentia Show qui faisait alors l'actu. J'ai chroniqué 2 épisodes, j'ai vraiment pas aimé et j'ai arrêté. Durant le premier semestre de l'année 2019, je n'avais pas encore de ligne directrice. J'ai publié quelques vidéos que j'appelais Diorama, où je présentais donc les dioramas que je concevais autour de Saint Seiya. Je me suis également essayé un premier documentaire qui était consacré à Masami Kurumada. Puis je suis reparti du côté de la chronique de série avec Saint Seiya Knights of the Zodiac, la série Netflix. Et c'est aussi à cette époque-là que j'ai fait une rencontre sur un forum qui va tout changer pour l'avenir de la chaîne du Pauvre Fou. J'ai sympathisé avec The CNS, vous connaissez bien sûr sa chaîne, et directement il a commencé à mettre en lumière mes vidéos. Mais là où les choses ont véritablement pris leur envol, c'est en octobre 2019, lorsque j'ai lancé le chapitre le plus important de ma chaîne à ce jour, les épisodes LPF. The CNS m'a soutenu au point de relayer absolument chacun de mes épisodes et mon public a grandi de maison en maison, car oui, j'ai commencé par adapter l'arc des 12 maisons. Les épisodes LPF, comme vous le voyez pendant que je parle sur ces images, ce sont des adaptations des épisodes de la série où je mettais en scène les figurines mid-close en animation stop motion avec un peu de CGI et un peu d'humour quand je le sentais. L'adaptation de l'arc des 12 maisons a duré jusqu'en juin 2020. Été 2020, j'ai pris un gros risque avec de l'écriture personnelle, 4 épisodes que j'ai créés de la tête aux pieds, un what if basé sur Saga, en imaginant ce qu'il se serait passé s'il avait gagné la bataille du sanctuaire. Automne 2020, je reviens à quelque chose de plus classique puisque j'adapte à nouveau un arc de la série, à savoir celui des Black Saints. Il y a toutefois une nouveauté, j'ai fait appel à un musicien externe à la série Saint Seiya, c'est un français, Pakex, et il m'a composé la musique dont je me suis servi pour l'opening de cette saison. Fin 2020, afin de marquer une pause entre 2 saisons LPF, je reviens un petit peu au format documentaire, et là on peut dire que c'est une véritable explosion pour la chaîne. Je propose d'abord une petite chronique sur Bandai, 5 points positifs et négatifs, et sans le vouloir, j'ai préfacé ce qu'allait devenir quelques années plus tard les documentaires LPC. Ensuite, j'ai produit un top 10 sur les épisodes de la série, puis un documentaire sur les bronzes mineurs et un autre sur Asgard. Début 2021, je lance la 4e saison, et cette fois ce sont les Gal Action Wars qui sont adaptés, avec de nouveau Pakex à la baguette pour signer la musique de l'opening. Au sein de cet arc, un épisode spécial va s'insérer. Il s'agit de Saint Seiya and Friends, un épisode pensé afin de célébrer les 1000 abonnés atteints sur la chaîne. Et cet épisode va bousculer un petit peu les paradigmes établis jusqu'alors. Pour la première fois dans les épisodes LPF, j'ai fait appel à vous afin que vous prêtiez vos voix aux personnages. Jusqu'alors, j'utilisais les voix japonaises de la série d'origine. Autre nouveauté, c'est la première fois que mon avatar apparaît au sein de la narration, et de ce fait, un fil rouge va s'installer, fil rouge qui va nous conduire jusqu'au tout dernier arc que je vais adapter, Asgard. La dernière saison des épisodes LPF démarre en décembre 2021, et afin d'essayer de finir en beauté, j'ai vu les choses en grand. Cette fois, Pakex ne va pas travailler une, mais 3 musiques, dont 2 que j'ai créées avec lui, et vous aurez prêté vos voix aux personnages, non pas sur un seul, mais sur la totalité des 5 épisodes de la saison. Il y a une particularité dans cette saison, c'est que pour la première fois, je me suis permis de réécrire l'arc. Ce n'est pas exactement ce que vous avez vu à la télé en 89, ça reste globalement fidèle, mais comme je vous l'ai dit, un fil rouge a été instauré depuis l'épisode 29, Saint Seiya and Friends. Asgard en est donc le prolongement et y apporte une conclusion. L'arc d'Asgard s'est achevé en juin 2022. Après un petit break estival, je vous ai proposé un making-of de 13 épisodes sur cet arc.
Le 13e épisode est à ce jour la dernière vidéo qui est consacrée à 100% à Senseiya sur la chaîne. Mon vécu avec Senseiya a démarré, comme j'imagine pour la plupart d'entre vous, en avril 88 lorsque le premier épisode de la série a été diffusé au Club Dorothée. Senseiya, qu'on appelait alors à l'époque les Chevaliers du Zodiaque, s'est rapidement imposé comme étant mon dessin animé préféré. Et c'est probablement toujours le cas aujourd'hui. Senseiya est une des 3 franchises majeures de mon enfance avec les Tortues Ninja et G.I. Joe. Ouais, je ne cite pas Dragon Ball car ça m'a moins marqué quand j'étais petit. C'est probablement dû au fait qu'il n'y avait pas de gamme de jouets Dragon Ball à l'époque. Attention, aujourd'hui les choses ont changé et Dragon Ball a rejoint la trinité dont j'ai parlé il y a un instant pour former le quatuor majeur de ma propre culture et de ma propre collection bien sûr. La série Senseiya quant à elle a joui d'une gamme de jouets comme vous le savez. Les Close Series, j'ai découvert ça en 89, j'ai pu développer ma collection, j'ai surtout eu des chevaliers d'or, j'ai eu du mal à trouver les chevaliers de bronze, mais j'en parlerai un petit peu plus longuement lors du top figurine numéro 7 consacré aux gammes diverses. Ma première Meet Close date de 2005, donc quelques années après le lancement de la gamme, c'était Saga avec sa version Grand Pop. Et ça pour moi c'était une révolution car à l'époque on n'avait pas ce genre de figurine, on n'avait que les chevaliers d'or et avoir le Grand Pop a toujours été un fantasme pour moi. J'ai alors rapidement développé ma collection avec les bronzes V2, les chevaliers d'or, les guerriers divins d'Asgard, puis j'ai arrêté en 2009 et j'ai fait une pause au niveau de la collection des jouets pendant quelques années. Et concernant les Meet Close, j'ai redémarré en 2018. C'est en prenant connaissance par pur hasard du lancement de la préco de Iki en V1 Revival que je me suis relancé. J'ai alors compris que j'allais pouvoir me lancer dans les bronzes V1 que j'avais loupé à l'époque et j'ai aussi plongé dans la marmite des figurines EX. Par conséquent, j'ai remplacé petit à petit toutes mes figurines classiques par les figurines EX que j'estime en tout point supérieures. C'est pour cette raison que vous aurez pu constater que lors des éliminatoires de décembre dernier, les figurines classiques n'étaient pas présentes parmi les propositions. Il y a donc 49 figurines Meet Close qui composent ma collection actuelle, et c'est pas de bol car à une près on avait un top 10 et pas un top 5. Vous avez donc sous les yeux pendant que je parle les 49 figurines recensées, on marque une courte pause publicitaire, puis on se retrouve dans mon studio sous le format review afin que je vous présente les 5 figurines qui ont été élues, les 5 figurines du top 5 Senseiya Meet Close. A tout de suite les amis. 伝説の流星剣を今君の手に見て驚異のトリプルサウンド行けコスモを燃やせ3つの音でセイントタイプペガサス流星剣バンダイからEn 5e position, nous retrouvons Hilda de Polaris, issue de l'arc Asgard. C'est mon choix, pas le vôtre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai mis Hilda dans mon top. La première, c'est que c'est tout simplement un de mes personnages préférés. Et en plus, j'adore cette figurine. Et là aussi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle remplace la première version sortie je crois en 2009. J'en profite au passage pour préciser un truc. Je la présente sur son trône car en ce moment, elle est ainsi dans mon diorama. Et j'avoue, j'ai un peu la flemme de la changer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour moi, cette figurine n'a qu'un seul défaut, c'est sa maniabilité due à son drapé. Je sais que beaucoup de collectionneurs n'aiment pas quand il y a du drapé sur les figurines, qui sont censées être en full plastique ou full métal plastique en l'occurrence puisque là on parle de Meet Close. Pour ma part j'ai toujours bien aimé. Maintenant je ne dis pas que tous les vêtements doivent être en drapé, mais quand il y a des capes, des manteaux, voilà des vêtements un peu plus spécifiques ou une robe dans ce cas-ci, ben je préfère. Et j'imagine mal Hilda produite sur son trône avec une robe en plastique. Ce serait vraiment compliqué de la faire tenir. Je le disais, elle a un défaut, c'est que c'est déjà pas facile de la mettre dans cette position, de faire en sorte à ce qu'on ne voit pas ses pieds qui dépassent par-dessous sa jupe, faire descendre sa jupe. Enfin, le drapé c'est chouette pour l'aspect visuel, esthétique, mais pour la manipulation, je reconnais, c'est vraiment pas un plaisir. Là, j'y suis enfin arrivé, je pense que l'illusion passe plus ou moins, et j'aurais pas envie de vous montrer comment est-ce qu'on la fait tenir debout. Je n'ai même encore jamais essayé, moi-même, dans mon propre diorama. Je ne sais pas si elle aurait des problèmes de stabilité, en tout cas, il n'y a rien pour l'aider à tenir debout. Elle a ceci, qui est un des bonus, dont elle se sépare rarement de mémoire lorsqu'elle tient debout. Voilà, j'imagine qu'on peut facilement faire tenir le personnage en lui faisant tenir son sceptre. Personnage qui a beaucoup de bonus, qui a notamment plusieurs visages bonus. Pendant que je parle, je vous mets un gros plan donc de son visage neutre, c'est le visage que j'ai mis donc dans mon exposition de base, comme vous le voyez. Elle a donc 5 visages, ici un visage neutre mais doux, et ça c'est un truc que j'adore tout particulièrement chez Hilda, c'est que c'est un personnage ambivalent, comme nous avons Saga par exemple, ou Lunch que j'ai déjà chroniqué puisque j'ai publié il y a quelques semaines le top 10 des SH Figures Dragon Ball. Un autre visage de la Hilda gentille, c'est celui-ci, les yeux fermés. Quand elle prie notamment à la fin pour ressusciter Asgard, je vais dire ça comme ça.
On a bien sûr deux autres visages où elle est méchante, un visage hurlant, qui peut être un visage d'attaque, hein, puisqu'à la fin elle se bat contre Seiya, ou alors quand elle hurle, quand elle est énervée. Et un visage spécifique, vous le savez maintenant si vous suivez ces top figurines, j'adore quand il y a des visages qui sont spécifiques au personnage, ce regard en coin, narquois, méprisant, qui est propre à la personnalité de Lida, on la voit souvent comme ça dans le dessin animé. Et en outre, elle a même une main spécifique. Je ne connais pas une autre figurine, que ce soit dans la gamme Midclose ou même ailleurs, qui ait une telle expression au niveau du doigté. On peut apprécier au passage l'anneau des Nibelungen. Comme bonus, elle a forcément sa tunique en version gentille. Tunique blanche qui devrait être plutôt grise turquoise, hein. Ainsi que son collier qui, paraît-il, est très chiant à mettre. C'était le cas en tout cas sur la classique, ça je m'en souviens. Et j'allais oublier l'épée d'Odin. Sympa d'y avoir pensé. Et si on la retourne, vous voyez, ce n'est pas le même versant puisqu'il y a ici le sang d'Hilda qui coule. C'est plutôt bien représenté. Voilà, je pense que vous le voyez comme ça. On est gâté en bonus, on a au passage une très belle figurine, très ressemblante, et ça c'est pas souvent le cas avec les Midclose, en tout cas je trouve. J'estime donc qu'elle mérite entièrement cette place dans le top. Je pense avoir dit l'essentiel pour défendre Hilda, nous allons donc pouvoir passer à la 4e position de ce top. Nous restons à Asgard grâce à vous, avec en 4e position de ce top, Albéric de Maigres, guerrier divin de Delta. J'ai bien dit grâce à vous car non, ce n'est pas mon choix, c'est uniquement le vôtre. Attention, je continue de penser que c'est une très belle figurine, une figurine plutôt ressemblante à sa version du dessin animé, à l'exception de la couleur de l'armure. Ça, je me souviens, ça a fait débat à sa sortie. Je suis désolé, la figurine classique est bien sûr déclassée quasiment en tout point, comme c'est toujours le cas quand une EX sort. Mais au moins, elle avait les bonnes couleurs, grosso modo, par rapport au dessin animé. L'armure doit être plus sombre, vert turquoise plutôt foncé. Ici, nous sommes plus sur un bleu turquoise plus pétant, plus vif. C'est là que le bas blesse souvent avec Bandai. Par contre, comme on le voit sur ce gros plan, ils ont corrigé la couleur des cheveux, qui n'était pas du tout bonne avec la classique. Albéric a des cheveux plutôt rosâtres, et là, c'est bien respecté. Albéric est donc fort ressemblant au niveau des visages, et il en a 5, ce qui ne gâche rien, car c'est pas toujours le cas avec les Midclose. Au niveau de la gamme Asgard, c'est un peu un coup sur deux, et comme vous le savez, j'adore les visages spécifiques, et là, on est gâté puisqu'il en a un, et pas des moindres. Celui-ci, le visage souriant. Alors c'est sûr, des visages souriants, il y en a sur d'autres figurines, mais lui, il a un visage souriant, narquois. Un peu comme Hagen, et ça permet d'identifier tout particulièrement Albéric car ça correspond très bien à sa personnalité, très cynique, très vile. Comme autre visage, nous avons les yeux fermés, c'est pas négligeable car tous les Asgardiens n'en ont pas. Même si personnellement, je n'en vois pas trop l'intérêt, pour moi ce n'est pas comme ça que je m'identifie à Albéric. Ce visage-ci aux dents serrées est assez intéressant, car les dents serrées c'est sûr, on retrouve de ça dans pas mal de figurines, mais regardez le sculpte tout particulier, il se mord un peu les lèvres, on sent de la frustration, c'est assez subtil, c'est bien pensé je trouve de la part de Bandai. Et puis nous avons le classique visage hurlant. Visage d'attaque. Albéric fait partie de ces quelques figurines Midclose qui ont un accessoire, à savoir son épée. Son épée avec les flammes hein, qui l'enrobent, on peut bien sûr les enlever. Voilà, c'est pas négligeable, c'est toujours assez sympa pour les expositions. Je précise un truc qui vaudra aussi bien pour Albéric que pour les 3 autres figurines qui arrivent dans ce top. Je ne vais pas manipuler les figurines là devant vous pour la review. Je vais les laisser dans le posing qu'elles ont à la base. La raison c'est que je ne suis pas à l'aise quand je manipule une Midclose. Le mode review fait que j'ai l'appareil devant moi, j'ai mon micro qui est lui aussi sur un trépied également juste à côté de moi, j'ai l'éclairage qui est pile ici au-dessus de ma tête. Je n'ai donc pas la liberté de mouvement que je voudrais. C'est vrai que je devrais car je dois parler de la prise en main, ça fait partie de la qualité d'une figurine. Dites-vous que d'une manière générale, les Midclose pour moi ne sont pas des modèles du genre comme le sont par exemple les SH Figuarts, aussi produites par Bandai, mais c'est dû à leurs armures essentiellement. Mais pas que. Au moins une figurine sur 2 a des problèmes de laxité. Ils ne parviennent pas avec ces corps de type Midclose à les rendre bien rigides. Un dernier point que j'aime dans l'esthétique de ce personnage, eh bien c'est son look tout à fait atypique, sa coiffure qui cache une partie de son visage, on ne voit qu'un seul de ses yeux. Je trouve que ça lui confère beaucoup de personnalité, beaucoup de gueule, et je parle de sa personnalité, on le sait, c'est un méchant, c'est le seul véritable méchant, non seulement d'Asgard, mais même de tout le lore de Senseiya, puisqu'en réalité, les adversaires des bronzes ne sont jamais vraiment des méchants, c'est toujours des gens dans l'erreur, etc. Et donc le fait que c'est un pur méchant, je pense que ça peut expliquer sa présence dans ce top, car ce n'est un secret pour personne, les méchants d'une manière générale, on la cote. On va donc maintenant passer à la 3e position. En 3e position, nous retrouvons Siegfried de Doubet, guerrier divin d'Alpha, et c'est votre choix.
Et bien sûr le mien, mais oui, sans surprise, vous savez que c'est mon personnage préféré. Attention que je dis bien personnage, en tant que figurine, ça vous le saurez à la fin quand je montrerai le détail des votes. Mais bon, oui, c'est une figurine que j'aime beaucoup, qui est très réussie, belle et ressemblante. La figurine de Siegfried nous est vendue avec 5 visages. Nous avons donc ici le visage neutre, très réussi selon moi. Un visage que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui-ci, le visage souriant. Je l'utilise souvent pour mes expositions, mais ce n'est pas un visage spécifique, c'est un visage souriant classique, mais qui colle bien au personnage. Il a l'air pas narquois, mais sûr de lui. Il y a quelque chose qui se dégage de ce visage très réussi par Bandai. Ensuite, nous avons le visage grinçant, aux dents serrées. Un visage où Siegfried est en souffrance. On peut arborer ce visage dans la configuration Broken qui nous est proposée avec la figurine de Sorrento et qui correspond donc à la fin de son combat, lorsqu'il s'est retourné du côté des bronzes, qu'il a compris qu'il était dans l'erreur. Visage assez réussi aussi. Nous avons bien sûr le visage d'attaque, visage hurlant, grand classique. Pas mal réalisé, mais pas parfait selon moi. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais j'ai le sentiment que ça lui donne un côté trop joufflu. Est-ce que vous ressentez ça aussi quand vous le voyez? Dites-moi dans les commentaires. Je vous ai dit tout à l'heure que Siegfried avait la chance de bénéficier de 5 visages. Voici le 5e. Enfin, je dis le 5e, en réalité il n'y a pas de hiérarchie entre les différents visages. Seul le visage neutre est à considérer comme le visage de base, le visage principal. Ici nous avons donc un visage hurlant, mais avec le regard en coin. Assez intéressant pour reproduire certaines mises en scène, mais ça ne lui est pas propre. Ce n'est pas un visage que je qualifie de spécifique, car d'autres figurines de mémoire ont ce type de configuration. Je pense notamment à Milo du Scorpion. En revanche, Siegfried a bien quelque chose de spécifique, et c'est ce bonus, cette coiffure, avec une mèche qui peut revenir vers l'avant. Je vous montre une image en insert pendant que je parle, prise lors de mes tournages précédents. Je trouve que ça donne beaucoup de classe au personnage, et forcément ça fait monter la cote de cette figurine, la cote d'amour. Pour conclure avec cette figurine, je me dois tout de même de soulever un petit défaut. Je l'ai dit, Bandai n'est pas fort pour les couleurs, et ça se voit sur les parties violettes de l'armure. Eh bien, elles ne sont pas très fidèles. Elles devraient être plus bleutées. On le voit ici sur cette image que je mets en guise de comparatif. Le doggy également doit être un peu plus fuchsia, là il est bordeaux. Maintenant ça peut dépendre peut-être d'un épisode à l'autre, d'un éclairage à l'autre, mais voilà c'est mon sentiment. Pour moi au niveau du coloris, Siegfried n'est pas parfait. On va pouvoir passer au numéro 2 qui sera le premier qualifié pour la grande finale, le top 20, mais avant une petite page de pub. On m'appelle le cheval fou. Je suis Hagen de Merak, guerrier divin de Beta. En deuxième position de ce top, nous retrouvons Hagen de Merak, guerrier divin de Beta, qualifié donc pour le top 20. Je sais, ça fait 4 figurines que je présente et 4 figurines issues de l'arc Asgard. Désolé la team manga, mais il faut se rappeler que mes votes comptent pour 50% des points. C'est mon arc préféré dans Senseiya. Mais je sais que je ne suis pas le seul. L'arc Asgard est d'une manière générale très apprécié auprès de la fanbase francophone. Ça explique donc la forte présence de figurines issues de cet arc dans le top. Cela étant, Hagen doit uniquement sa présence dans ce top à mes choix, pas aux vôtres. Et le premier aspect que j'adore dans cette figurine, eh bien c'est le look de son armure. Ça c'est dû au dessin animé forcément. J'adore le look asymétrique et les couleurs. Le fait qu'il soit bicolore, c'est pas fréquent et du coup ça le singularise. Après je dois tout de même remarquer que le gris chromé c'est pas vraiment fidèle. Normalement, tout ce qui est gris doit être en réalité, oui gris mais avec une nuance de turquoise dedans. Un aspect que j'apprécie tout particulièrement dans la figurine de Hagen, c'est le sculpte de son visage et de sa chevelure. J'y reviens tout de suite au visage, mais j'insiste sur cette chevelure déjà très atypique. Je ne connais pas deux personnages qui ont cette coiffure avec de longues mèches à l'avant, mais court à l'arrière. Court, mais j'aime bien comme il y a du vent dans les cheveux, vous voyez, c'est pas tout droit, c'est pas tout plat.
Il y a du volume, et regardez comme c'est ciselé. Chaque mèche est très apparente. Bandai a vraiment fait du travail d'orfèvre avec cette figurine. Et je disais donc les visages, regardez le sculpte de la bouche. Et au passage, oui, niveau prise en main, ça on peut le dire, sa tête est très agréable à manipuler. En tout cas sans le casque. Mais je trouve que les Asgardiens sont tout particulièrement réussis et beaux sans leur casque. En général, je les expose comme ça. Mais regardez ce visage neutre, il est vraiment magnifique. Et là, je reviens un petit peu sur les choix esthétiques de l'anime. J'apprécie tout particulièrement sa tête qui est très crédible pour un nordique, avec ses cheveux blonds très clairs qui contrastent avec le teint hâlé de sa peau. Ça donne un très beau rendu, et la couleur de sa peau contraste également avec la couleur très claire de ses yeux, un très beau vert. Vraiment, ce personnage et cette figurine sont magnifiques. Un visage d'attaque, comme toujours, hein, je pense, je crois qu'il n'y a pas une seule figurine Mythos qui n'a pas de visage d'attaque. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Le visage aux dents serrées, qui vous noterez n'est pas le même que celui d'Alberic. J'aime beaucoup la forme qu'ils ont donnée à sa bouche. Le sculpte des lèvres, encore une fois, j'insiste là-dessus, il est vraiment bluffant, je trouve. Et le fameux visage spécifique où il toise son adversaire, Yoga. Il regarde donc un peu en coin, vers le bas, avec ce petit sourire cynique qu'on retrouve encore bien auprès des méchants de Senseiya. Visage superbement sculpté, vraiment une réussite ce Hagen. J'ai fait le tour avec Hagen, nous allons à présent découvrir le grand vainqueur du top 5 Mythos Senseiya. Est-ce qu'Asgard fait un sans faute? Inutile de chercher plus loin, à mon avis. Eh bien, tant pis pour toi, pauvre fou. Tu vas subir le sort de ceux qui ont trahi le sanctuaire. Rose diabolique! Tu vas obtenir la mort que tu souhaitais, chevalier! Meurs, chevalier Andromède! Roscon ultime cadeau, c'est trop sanguinaire! Non, pas de perfect pour Asgard, puisque celui qui va porter la médaille qui va se hisser à la hauteur de son rang, à savoir un chevalier d'or, c'est Aphrodite des Poissons. Il est donc qualifié pour le top 20. Aphrodite, c'est votre choix, et pas le mien. Et ça, c'est une première depuis le début des top figurines, je ne suis pas impliqué dans le choix du vainqueur. Bien sûr, cela ne m'empêche pas d'apprécier les qualités objectives de ce personnage et de la figurine que j'apprécie beaucoup au passage. Je sais que le sculpte de son armure est particulièrement loué par les fans, sans doute pour son côté anguleux, peut-être la double épaulette. Et en ce qui me concerne, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y a un côté bicolore. Même si c'est pas très réaliste, de l'or c'est de l'or, ça n'a qu'une couleur. Mais j'aime bien quand il y a des parties plus orangées comme ça, et des parties plus or traditionnelles. Ça donne du contraste. Je sais qu'Aldébaran a ça, Camus dans une moindre mesure, je pense. Le personnage d'Aphrodite jouit d'une superbe esthétique du point de vue de son visage ou de sa chevelure. Et il incarne la quintessence du personnage androgyne pourtant si courant dans Senseiya. Le seul point qui m'embête avec cette figurine, c'est qu'il manque de ressemblance avec le dessin animé. Je trouve qu'il a un regard trop doux, il devrait être plus vil, plus sournois. Maintenant, les visages ont quand même un beau sculpte, et je ne dis pas, on reconnaît tout de même le personnage. Et on a la chance d'avoir 5 visages, dont 2 spécifiques. Bon, en tout cas, 1, ça se discute. Je les garde pour la fin, je vous montre d'abord le traditionnel visage d'attaque. Et au passage, vous remarquerez qu'il a un petit grain de beauté sous l'œil gauche. Ça déjà, c'est un aspect assez spécifique en soi et ça me plaît beaucoup. Le visage aux yeux fermés, tel que tous les Gold en ont. Et j'en profite au passage pour souligner le rouge à lèvres, enfin le rose à lèvres, qui a été très bien reproduit. C'est pas négligeable et ça contribue à la cote de la figurine. J'en viens donc aux 2 visages spécifiques, même si celui-ci ne l'est pas totalement, puisque de mémoire, Aldébaran en a un aussi, et bien sûr Saga, le visage ombré. Maintenant, je trouve que le dégradé n'est pas très réussi. La coupure est fort nette. Et enfin, le visage spécifique par excellence, celui qu'à mon avis tous les fans adorent, celui où il tient sa rose en bouche. Très bien sculpté. Et nous avons bien sûr des accessoires. Vous voyez déjà ici une rose rouge, celle-ci ne se détache pas du visage, mais bien sûr il y a des roses détachables, la blanche, et voici bien sûr la rose noire. La review touche à sa fin, Aphrodite est donc bien sûr qualifié pour la grande finale avec Hagen et il rejoint déjà pas mal de personnages, vous avez le tableau qui s'affiche ici pendant que je parle. Nous allons à présent passer aux détails des votes.
Comme d'habitude, on va commencer par vos votes et donc le détail des points attribués. Vous en avez donné 10 à Aphrodite, mais également 10 à Albéric. J'y reviens dans un instant pour vous expliquer comment je les ai départagés. Et il y a une autre égalité pour la 3e place entre Iki V1 et Camus qui ont chacun 7 points. Par contre, le top 5 s'est tout de suite dessiné puisqu'il n'y a pas d'égalité entre Siegfried qui est 5e avec 6 points et Bayan qui est 6e avec 5 points. Pour les égalités, je regarde d'abord le nombre de votes obtenus. C'est le premier critère. Et en ce qui concerne Albéric et Aphrodite, je dis bien, eh bien il y en a eu 4 pour chaque. Du coup, le deuxième critère, c'est le nombre de premières places. 3 pour chaque. Dans ce cas, il faut que j'intervienne. Ouais, j'ai pas envie de tirer au sort, il faut bien à un moment donné que je tranche de façon arbitraire, et je me réfère à mon propre classement. Un classement que j'ai fait, je préviens, avant de faire le décompte de vos votes. Je ne voulais pas me laisser influencer, je ne savais pas encore pour qui vous aviez voté, et ça s'est joué un peu puisque j'ai mis Aphrodite 10e et Albéric 11e. Aphrodite remporte donc la mise avec les 10 points, Albéric 8. Et ça s'est passé exactement de la même manière pour Iki et Camus. 3 votes chacun, une première place chacun, sauf que là dans mon classement c'est beaucoup plus net, j'avais classé Iki 6e et même pas Camus. D'ailleurs, petite remarque au passage, Iki a failli être dans cette vidéo, car j'ai longtemps hésité à le mettre 5e. Et si je l'avais fait, désolé, je sais que vous allez m'en vouloir, mais voilà, je suis transparent avec vous. Si je l'avais fait, il aurait eu 2 points. Additionné aux 6 que vous lui donnez, il en aurait eu 8, tout comme Hilda, Albéric et Siegfried. Et bon, je vous passe les détails, mais avec les égalités du fait qu'il était présent dans nos 2 tops, tout comme Siegfried, il aurait supplanté Hilda. C'est Hilda qui n'aurait pas été dans la vidéo, on aurait eu 3 Asgard au lieu de 4. J'ai choisi Saga, ce qui fait que Iki, il est hors du top. Mon classement, Hagen premier, Hilda 2e et Siegfried 3e. Oui, ça doit être une énorme surprise pour vous, mais je pense l'avoir dit tout à l'heure, personnage préféré ne veut pas dire figurine préférée. Et je ne sais pas pourquoi, à vrai dire, je préfère Hagen et Hilda à Siegfried. Ils m'impressionnent plus. Voilà, ça ne se quantifie pas, on ne sait pas mettre des mathématiques sur une impression comme ça. Peut-être que l'absence de visage vraiment spécifique à Siegfried a fait la différence. Je ne sais pas. Le fait est qu'il est 3e. Aiolia en 4e place. J'ai donc 2 gold avec Saga 5e. Et si on fait le total de vos votes et des miens, Aphrodite 10 points, pas plus puisque moi je ne lui en ai pas donné, mais vous n'en avez pas donné à Hagen non plus. Du coup, Hagen à égalité. Comment est-ce que je les départage ? Je regarde nos propres tops. Eh bien, Aphrodite est 10e chez moi et Hagen n'apparaît pas dans votre top. Donc c'est clair, c'est Aphrodite qui doit remporter la mise. Maintenant, ça ne change rien puisqu'ils sont tous les 2 qualifiés pour le top 20 et il ne s'agit que de ça. Car qui sait, peut-être qu'au mois de mai, Hagen aura plus de voix qu'Aphrodite. C'est un peu comme au football ou en sport d'une manière générale. Il y a des équipes qui dominent le premier tour, qui gagnent leur groupe, et puis qui vont pas très loin dans les éliminations directes. Ensuite, nous avons donc une égalité à 3. Ils auraient pu être 4 avec Iki, car Iki au final n'a que 6 points. À cause de moi, il est éliminé, puisque nous avons Siegfried qui en a 8, 2 chez vous et 6 chez moi. Albéric, les 8 vôtres, et Hilda, les 8 miens. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis Siegfried 3e plutôt qu'Albéric ou Hilda ? Eh bien parce qu'il est présent dans nos 2 tops. Et c'est là que je dis qu'il y a des regrets à voir pour Iki, car lui aussi ça aurait été son cas. Et pour moi, ça prime sur Albéric et Hilda qui ne sont présents que dans un top, respectivement. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis Albéric devant Hilda ? Eh bien tout simplement parce que Albéric est 11e chez moi, là où Hilda n'est que 17e chez vous. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me referai un plaisir de vous expliquer le pourquoi du comment. Passons au dernier mot de la conclusion. J'avais envie de partager 2 petites statistiques avec vous avant de conclure la vidéo. Sur les 10 personnages qui occupent votre top 5 et le mien cumulé, nous avons 4 gold. Ce n'est donc même pas tout à fait la moitié. Je m'attendais à plus. Pour rappel, Aphrodite, Camus, Saga et Aiolia. Et un seul bronze, c'est vous qui l'avez choisi, Iki. Il n'y a donc pas Seiya, pas de héros. Mais je sais pas si vous avez remarqué, je l'avais pas dit, mais par exemple, dans la vidéo du top 10 SH Figures Dragon Ball, Goku n'apparaît pas. Comme quoi, les héros n'ont pas forcément toujours la cote. Dans les Tortues Ninja du film de 90, c'est Kazé-Jonsky Gang, ce n'est pas une tortue. Il y a quelque chose à creuser là-dessus. Car pour rappel, je ferai une vidéo de conclusion à la fin de la grande finale des 4 vidéos du top 20. On sera à la fin du mois de juin. Ça, c'est un propos qui va très certainement ressurgir et que je vais essayer de creuser. Les héros ne gagnent pas forcément toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour justement les Tortues Ninja, mais Playmates, donc les figurines d'origine des années 80. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce top. Est-ce que vous vous reconnaissez dedans, pardon? Est-ce que vous avez participé au jeu ou pas en décembre dernier? Vos commentaires sont bien sûr les bienvenus, je me ferai un plaisir comme toujours d'y répondre. Si vous avez aussi des questions, s'il y a un truc qui vous a échappé, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui ont participé bien sûr. Rendez-vous mercredi prochain. Ciao les amis.